allons parler aujourd'hui, nous allons parler en début d'après-midi de la responsabilité des plateformes sur Internet. Nous allons parler de la lutte, la prévention et la lutte contre les contenus illicites. Nous allons parler de la protection des mineurs. Nous allons parler de la vérification d'âge et d'autres attributs. Et alors pour ça, je passe la parole à Monsieur Jean-Sébastien Mariez, qui va nous présenter nos orateurs et modérer cette table ronde. À vous, Jean-Sébastien. Merci beaucoup. So we're going to switch in English. On va faire cette panel en anglais. Mon nom, c'est Jean-Sébastien Mariez. Je suis un avocat à Paris avec un pratique dans la régulation des plateformes. Mais aujourd'hui, je suis juste le modérateur. Donc, très rapidement, je vais introduire les panélistes pour cette discussion sur le renforcement de la responsabilisation des contenus illicites ou illégaux. Et puis, je vais demander à chaque personne de prendre la parole pour un premier tour des questions. Donc, à ma droite, j'ai Aderker Kent. Vous êtes posté comme le présidente de l'autorité contre les contenus pornographiques et pour l'idée, c'est pour les pornographies infantiles. Et là, j'ai aussi Blanche Ballon avec moi, qui est le consul à Stéphane Sénard. Et vous avez une pratique dans la conformité, et notamment dans l'anticorruption, l'anti-blanchiment, et vous aidez vos clients avec des enquêtes internes. J'ai Antonin Moll, vous êtes le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Opel.io, qui fournit des services d'identification. Vous allez nous raconter les technologies, vos activités. Et à ma droite, j'ai Florian Chevaude-Verdier, qui est le gestionnaire de IoT, des affaires publiques. C'est un fournisseur de services d'authentification de l'âge des utilisateurs de l'Internet. Et Antonin, vous avez participé à le développement d'AFNOR, qui est la branche française de ISO pour les normes sur la protection des mineurs en ligne. Donc, pour commencer, je vais peut-être souligner un ou deux éléments liés à les régulations historiques que nous avons devant nous encore aujourd'hui, et on espère que ça va peut-être pousser pour plus de responsabilisation des plateformes. Mais comme vous le savez tous, nous avons une très longue régulation au niveau européen, qui est le Digital Services Act, le DSP2, qui est rentré en vigueur en mi-février pour toutes les plateformes. Et nous avons aussi d'autres régulations au niveau national. Et je pense que nous pouvons citer le acte de sécurité en ligne en Royaume-Uni, une sorte de DSA spécifique, local. Et en France, nous avons actuellement, on arrive à la fin d'un processus de l'adoption d'une nouvelle réglementation qui est dédiée à le contenu en ligne, et ce qui est une partie, en tout cas, est plus ou moins avec un focus sur certaines
prévisions de le DSI et d'autres sont liées à la vérification des âges des utilisateurs et c'est justement ce point qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, juste pour commencer cette conversation avec une première série de questions et là vous pouvez interagir entre vous évidemment. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être commencer avec comme la présidente d'une autorité qui travaille sur ce genre de contenu. Est-ce que vous pouvez nous dire les règles ou la gouvernance de votre autorité et aussi les coordinateurs de services digital qui sont là pour faire le suivi des contenus, mais surtout pour l'implémentation de DSA et ce qui serait surtout intéressant d'entendre les rôles respectifs entre les plateformes, les autorités, afin que nous puissions mieux comprendre qui est responsable pour quoi, selon vous, en ce qui concerne la lutte contre le contenu illicite ou illégal. Merci beaucoup. Mon organisation est celle qui est en train de faire le TCO, le acte contre les contenus terroristes en ligne. Nous sommes le seul organisme en Europe qui fait cela, le seul organisme régulatoire. Et nous avons choisi de faire ça dans mon pays parce que nous pensons que c'est parce qu'en fait, contrôler le contenu sur l'internet, que ce soit d'une organisation terroriste ou autre, c'est évidemment ça frôle sur la liberté d'expression. Et alors, nous avons vu que malgré le fait que la majorité des entreprises sont très proactives de retirer ce genre de contenu terroriste ou illicite ou illégal, mais il y a certaines qui ne le font pas. Et c'est très difficile avec les lois et le cadre juridique, c'est très difficile. Donc, on s'est dit que peut-être les lois administratives sont peut-être plus efficaces pour cela. Donc, on croise les doigts que pour la fin de cet été, on a un cadre en place pour cela. Donc, l'idée, c'est de dire quel contenu est considéré illicite et qui devrait être retiré de l'Internet. Et l'idée, c'est qu'une fois que vous êtes averti, il faut pas poser des questions. Dans 1 heure, le contenu doit être retiré. Maintenant, si on regarde le DSA, moi je suis très content avec le DSA. Je pense que ça donne beaucoup de force à l'ONG et à beaucoup de transparence qui était très nécessaire. Et je dis toujours que ça, en fait, le DSA, c'est les sortes de règles du jeu. Donc, on dit, voilà, le règlement, la législation dit, voilà, les règles du jeu. Mais ce que nous n'avons pas dans le DSA, et c'est ça ce qui manque, et c'est ça ce qu'on va avoir besoin, peut-être sur plus de sujets que simplement le contenu terroriste ou l'abus des mineurs, c'est en fait l'arbitre. C'est qui est l'arbitre, qui dit ça c'est OK, ça c'est pas OK, ça c'est la carte rouge, etc. Donc, le coordonnateur DSA, c'est ce qu'on a dit en néerlandais, c'est un petit peu comme l'arbitre qui regarde à la fin de tous les jeux et il dit à la fin, bon, ben finalement vous n'avez pas fait un bon job, vous n'avez pas respecté les règles. Mais si vous me demandez où est-ce qu'il va y avoir plus de responsabilisation, je dis oui, bien sûr, il va y avoir certainement plus de responsabilisation sous le DSA parce qu'il y a plus de reporting, plus de plaintes, plus de... si les rapports représentent réellement ce qui se passe, là il faut voir comment ça va se passer. Mais aussi on voit la haute technologie, les entreprises de haute technologie retirent le contenu. Si on regarde ce qu'ils font, parce que c'est pas nous qui dit ce qui est illégal. Bon, voilà, c'est des contenus de l'abus sexuel des mineurs. Parfois on pense que c'est clair, mais en fait c'est parfois pas clair. On a vu par exemple il y a des débats. J'ai vu un débat où, par exemple, on dit est-ce que la personne est moins de 10 ans, ou 18 ans, ou plus de 18 ans? Est-ce que c'est légal dans tel pays et légal dans une autre? Donc, il y a toujours un débat de ce qu'il faut être retiré. Donc, et c'est quelque chose que nous, on devrait contrôler dans nos propres mains.
et décider ensemble, pas simplement avec les entreprises de la technologie, mais aussi avec toute la société et que tous les organismes privés et publics et les journalistes et tout le monde devrait être impliqué dans la définition de ce qui devrait être retiré. On ne devrait pas se laisser ça seulement dans la main des entreprises de technologie. OK, merci d'avoir posé la base de cette discussion. Donc, si j'ai bien compris, l'autorité prend le focus sur la notification pour dire que le contenu doit être retiré une fois que votre autorité a fait la demande. C'est pas une demande, c'est une ordre, c'est une commande. On ne demande pas, on dit vous devez le faire, vous devrez le faire. Donc, c'est très important de le dire parce que parfois les gens ils posent la question. OK, vous avez posé la demande, je regarde le matériel, je vais décider si ça mérite d'être retiré. Non, vous n'avez pas la décision à prendre. Nous, on prend la décision. Voilà, parce que vous êtes en fait un organisme administratif, donc comme une autorité judiciaire pour le faire aussi. Mais là, c'est plus rapide qu'on le fait à travers un processus administratif. Donc ça, c'est une partie de cette solution, c'est de retirer le contenu en ligne qui est illicite. Donc ça peut être suite à une commande, mais ça peut être aussi avec d'une manière proactive ou prospective du plateforme elle-même. Donc il y a une autre thématique très importante, des initiatives que la plateforme pourrait peut-être mettre en œuvre. Je vais peut-être demander à Antonin et peut-être aussi à Florian de partager leur point de vue sur ce genre de processus. Donc là, c'est par exemple la vérification des âges. Ça, c'est lié évidemment spécifiquement aux mineurs, les utilisateurs sous l'âge, pour que les mineurs n'ont pas accès au contenu qu'ils ne devraient pas accéder. On peut citer par exemple les sites pornographiques où il y a d'autres contenus nocifs. Donc en tant qu'entreprise qui fournit des technologies et des services de vérification des âges, j'imagine que vous avez des points de vue très intéressants sur ce point. Oui, merci Jean-Sébastien. Tout d'abord, je suis père de 5 enfants avec 2 ados, donc je suis très au courant des thèmes dont on parle. Donc des problèmes dont on parle. Donc, peut-être vous rappelez, Arcom a publié l'année passée l'âge des utilisateurs de pornographie selon les enfants en France. Arcom, c'est l'ancienne autorité du média audiovisuel et en France. Et alors, les résultats de cette enquête a dit que 2,4 millions d'enfants ont accès à la pornographie chaque mois. Et en moyenne, il y a 1 sur 2 de garçons de 11 à 12 ans qui ont accès à ce contenu pornographique. Donc, en fait, en moyenne, la première fois qu'on voit de la pornographie, c'est à l'âge de 10 ans. Il y a 10 ans, il y a pas longtemps, c'était 14 ans et maintenant ça descend à 10 ans. Donc, c'est un énorme problème. L'âge des mineurs de plus en plus jeunes qui ont accès à ces contenus pornographiques. Évidemment, la première responsabilité, c'est les parents. Il faut fournir l'éducation et c'est quelque chose qu'on a discuté longtemps hier, mais bien sûr, on peut fournir des productions avec des contrôles de contenu et des outils de contrôle parental ou autre, mais certains d'entre vous, comme moi, si vous avez des enfants, surtout des ados, c'est en fait les contrôles actuellement, ils fournissent pas le bon niveau de protection. Évidemment, on doit remplacer ces boutons complètement ridicules qui disent oui, j'ai plus de 18 ans et dès que vous poussez le bouton, que vous avez 18 ans ou pas, vous avez tout de suite accès. Maintenant, on met le focus évidemment sur la pornographie, mais c'est pertinent aussi pour d'autres types de contenus. Et, bien sûr, pour cela, nous avons besoin des forces de l'ordre et le rôle ADA et d'Arcom. Là, il doit être de plus en plus impliqué dans la création de ces lois et de pousser les plateformes à changer leur façon d'accepter les utilisateurs et de vérifier l'âge.
de leurs utilisateurs. Mais peut-être je pourrais partager un petit peu sur la loi SREN, ce que nous avons parlé hier. C'était discuté hier à la Commission européenne. On attend encore les résultats, mais c'était validé. Nous n'avons pas encore le texte complet, mais ce serait peut-être une bonne nouvelle pour ceux qui sont impliqués dans la protection des mineurs. On espère en tout cas. Ce loi change la façon dont nous allons forcer ou contrôler la vérification des âges. Et ça change la procédure d'une procédure juridique vers une procédure administrative qui va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace pour contrôler et vérifier l'authentification de l'âge des utilisateurs. Et ça va fournir aussi la protection de la vie privée. Parce que bien sûr, il faut protéger les enfants, mais il faut aussi protéger notre propre vie privée. Et le CNIL pousse pour un principe, ce qu'on appelle le double anonymat, ce qui donc là, ça empêche empêcher d'identifier la personne et l'historique de navigation sur l'Internet. Donc, on a besoin de solutions fortes et c'est pour ça que j'ai fondé Opal. On fournit des services de vérification d'âge et nous agissons en tant comme un tierce de confiance, une tierce partie de confiance, et ce qui donne des opportunités supplémentaires à ce problématique. On a besoin de la protection des mineurs, protection de la vie privée et des solutions qui sont compatibles avec le modèle économique de ces entreprises. Donc, on fournit des services sur toute l'expérience de web et des différents niveaux de vérification d'âge. On a une tierce partie entre les plateformes et les différentes sources de vérification d'âge, comme l'identification numérique par IoT, par exemple, et nous fournissons la protection de la vie privée parce qu'on construit en fait un mur chinois, un vrai mur entre la plateforme et l'entreprise qui pourrait demander ou chercher vos données. Donc on est vraiment une tierce partie mais alors ça, par exemple, on fournit une preuve d'âge et cet utilisateur peut réutiliser cette preuve d'âge, ce qui fait en fait qu'on peut réduire le coût pour obtenir accès à toutes ces plateformes et pour comme un site comme Pornhub qui a par exemple 1 centime par session, on doit trouver une solution qui est une fraction de ça pour être compatible avec leur modèle économique. Et si on arrive à le faire, on peut les aider à mettre en œuvre cette solution. Et ça, c'est notre but. OK, merci. Comme Antonin vient de dire, pour prendre l'exemple français, il y a eu beaucoup de discussions en France à propos de ce qu'on pense est en fait un conflit d'intérêts jusqu'à présent, que la technologie pourrait peut-être résoudre ce problème, mais entre le besoin d'introduire la vérification d'âge d'un côté et de l'autre côté, de protéger la vie privée et de protéger aussi les mineurs. Donc, et de votre côté, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de comment ces technologies complémentaires pourraient faire partie d'une solution? Oui, bonjour à tout le monde. Juste pour mettre le contexte. La différence entre Opal et nous-mêmes, c'est que nous fournissons la technologie de vérification d'âge nous-mêmes. Donc là, nous, on donne aux gens l'option de vérifier l'âge avec une carte de crédit ou un passeport ou une carte d'identité. Ou par exemple une reconnaissance biométrique. Par exemple, on prend une image de votre photo de votre visage et on regarde et on va faire une estimation de votre âge. La IA a des solutions pour cela. Donc, vous savez tous que les enfants regardent la pornographie à l'âge de plus en plus jeune. Donc, et c'est le Paliotti qui dit ça, c'est toutes les études qui disent ça, et on voit que les enfants ils bougent de plus en plus
vers des comportements sexuels de plus en plus inquiétants, ou que la société elle-même devient de plus en plus sexiste et ça parce qu'on voit ces images de pornographie qui rentrent en fait dans la vie quotidienne. Et maintenant, avant le Covid, les réseaux sociaux étaient partout. Donc, nous avons eu, évidemment, pendant le confinement, peut-être nos pires comportements ont été augmentés. Et la France... la France, en fait parfois coquille-roco, on a une bonne idée, mais nous, aussi, on est une entreprise internationale, enfin globale, mondiale. La première chose, c'est qu'on va vérifier les âges. C'est quel âge? 15 ans, 16 ans. Je pense que tout le monde a des opinions à quel... En Floride, on dit une chose, en Californie, on dit une autre chose, au Royaume-Uni, c'est autre chose, en Australie, c'est autre chose. Donc, de ce qu'on nous voyons, c'est une vraie disparité, un écart entre le besoin de vérifier l'âge, mais aussi l'âge elle-même, afin d'accéder à certains contenus ou services, etc. Donc, et en fait, les cultures sont différentes. Il y a certaines cultures où, par exemple, les parents seraient peut-être tout à fait à l'aise à laisser les enfants regarder des actes sexuels. Mais je suis très heureux qu'il y a une commission en fait, les régulateurs, ils doivent faire leur travail, ils doivent créer des codes. On a parlé avec des personnes, on a fait une consultance. Et si vous ne consultez pas la Société Générale, le public général, le grand public, et ils vont tourner contre vous. Donc après cette consultation publique, il y aura une vote au Parlement. Et c'est là, à partir de ce moment-là, que nous commençons à rentrer dans le contrôle. Maintenant, il y a par exemple des bons exemples des actions régulatoires, peut-être les amendes RGPD et d'autres. Mais la question de la vie privée, on n'est pas là pour dire ce que les gens doivent faire. En fait, c'est vous, les citoyens, qui doivent parler avec vos représentants et de parler avec il doit y avoir une discussion publique. Nous fournissons des options, des services, des possibilités. Et c'est aux autres de prendre la décision. Donc, par exemple, au Royaume-Uni, 40% des personnes n'ont pas des documents d'identification. Donc, en fait, si vous commencez à rentrer avec des nouvelles réglementations, ça ne va que créer des nouvelles formes de discrimination entre ceux qui peuvent pas. Donc, si on regarde la régulation, on n'a pas besoin de savoir votre date de naissance, vous ne devez pas savoir si vous êtes Scorpio ou Capricorne ou autre. On a juste besoin de savoir si vous êtes à l'âge ou sous l'âge pour accéder à ces services. On a ici en France, par exemple, la protection des enfants et des mineurs. Et nous sommes maintenant... On est arrivé avec Meta, on a parlé de nos processus qu'on a utilisés à Instagram et qu'on a vu des actes très suspects. En fait, il y avait 90% des personnes qui essaient de faire ce genre de choses, et quand on voit beaucoup de pays qui ne font rien, les Pays-Bas, ils retournent vers les régulateurs, ils disent la autorégulation ne marche pas. En Espagne, c'est différent. En Angleterre, c'est différent, bien sûr. En Europe, j'espère qu'il y a une sorte d'unité, mais nous, on avait un système de vérification d'âge que nous proposons sur le marché. Ça marche. Peut-être c'est une question d'aller pas plus loin qu'il faut. Donc, il y a des solutions qui existent déjà. Voilà, merci beaucoup. Alors, on vient d'entendre les possibilités qui étaient offertes par la technologie. On a entendu que les législateurs mettaient en place une nouvelle réglementation, mais on a toujours besoin de conseils, de guidelines, et ça peut prendre du temps. Donc, Blanche, est-ce que tu pourrais nous parler, enfin, évidemment, les plateformes ne peuvent pas attendre ce genre
mesures spécifiques, la vérification de l'âge, pour qu'ils ne peuvent pas attendre que ça soit obligatoire pour les mettre en place, mais également, ils peuvent être plus proactifs et les mettre en place de façon volontaire. Peut-être, Blanche, vous pourriez nous parler, je pense, là où se trouve la connexion, comme résultat de la mise en place de tout ça, avec tout ce qui est les audits que va faire, le risque systémique pour les énormes plateformes en ligne. Ils peuvent conclure que cette technologie est l'une des mesures à mettre en place. Est-ce que peut-être vous pourriez revenir sur comment ça fonctionne, quelle est la mécanique de conformité et dans quelle mesure ça pourrait amener les plateformes à mettre en place ce genre de mesures. Oui, merci. Juste peut-être un mot pour ceux qui n'ont pas l'habitude du DSA, le Digital Service Act. Cette loi, donc l'Union européenne a eu un choix, soit d'adapter une réglementation ou une directive. Je ne sais pas si vous avez l'habitude des distinctions entre directive et réglementation. La réglementation est directement applicable par les États membres sans avoir besoin de les transposer dans chaque État membre. Ce qui, évidemment, est un choix qui est très intéressant d'un point de vue politique parce qu'ils n'ont pas besoin d'attendre des États membres de le transposer dans le droit national et il n'y a pas de différence entre les deux. La directive est différente, mais la directive doit être transposée en droit national. Donc, ils ont décidé de passer par la réglementation. Et comme Jean-Sébastien a dit tout à l'heure, c'est maintenant obligatoire. C'est entré en vigueur au 17 février, si je ne me trompe pas. Donc, c'est le premier point que je souhaitais soulever. L'autre, ce qui est très important, et peut-être qu'Antonin aurait quelque chose à en dire, le DSA a une portée extraterritoriale, ce qui veut dire que peu importe où sont enregistrées, matriculées les compagnies, soit en ou hors UE, tant que les cibles sont des clients européens, ils doivent se conformer au droit européen. C'est très important de noter cela parce que c'est exactement la même logique comme le RGPD par rapport aux outils utilisés, la réglementation et la portée extraterritoriale, puisque le but de cette législation, qui est assez innovante dans le monde entier, c'est de protéger les citoyens européens et la réglementation parle d'un environnement sûr, prévisible en ligne. Donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument garder à l'esprit. Pour revenir à votre question, Jean-Sébastien, d'un point de vue de la conformité, ce qui est mon domaine d'expertise, ce qui est très intéressant de voir avec cette nouvelle législation, c'est l'obligation imposée surtout aux très grandes plateformes qui ont actuellement une responsabilité envers les consommateurs, mais également de la société civile en général, cette notion de risque systémique qui a été utilisée, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui a été utilisée après la crise économique de 2008, où on utilisait ce terme de risque systémique pour les banques, les défauts de banques souveraines. Et l'idée, c'était que s'il y avait quelque chose qui se passait mal dans une autre banque, ça pouvait complètement mettre le système à genoux. Donc, le risque systémique apparaît dans la législation du DSA pour imposer la conformité, l'obligation de conformité sur les grandes plateformes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en résumé? C'est que ça veut dire qu'ils doivent évaluer, conduire une évaluation des risques, les risques auxquels ils peuvent être exposés ou le risque qui pourrait être imposé par leurs services aux membres de l'Union européenne. Il y a différents types, par exemple la dissémination, la diffusion de contenus illégaux
par leur service, qui parle de ce dont on a parlé tout à l'heure, et également, très intéressant, tout effet négatif pour l'exercice des droits fondamentaux. Et dans les droits fondamentaux, il y a la dignité humaine, le respect de la vie familiale et privée, etc. Il y a tout un ensemble de risques tels que les effets négatifs sur le discours civique et le processus électoral, la sécurité publique, etc. Donc, je pense que on peut noter ici, c'est très important, et c'est complémentaire à ce que font l'autorité publique, mais le législateur européen a pris en compte l'impact très important de ces plateformes sur le comportement, sur la façon dont les gens peuvent être influencés dans leur comportement, et il faut qu'ils prennent en compte que ce risque systémique et mettre en place des actions de remédiation et des mesures pour atténuer ces risques. Et ensuite, il y a encore d'autres obligations par rapport à la gouvernance, à mettre en place la conformité, pour pouvoir vraiment mettre en place un programme de conformité pour gérer, prendre en compte ce point important qu'ils ont dans la société en général. Merci. Donc, par conséquent, on peut voir que ce genre de réglementation a, je pense, augmenté le besoin de mesures correctives. Ce genre de service que vous fournissez de chaque côté de la table ici, mais je suis curieux de savoir si, parce qu'en fait, en termes de contexte, le DSA fait la différence entre les très grandes plateformes en ligne, qui sont le sujet de ce genre d'audit, et toutes les autres. Et je suis curieux de comprendre et que vous m'expliquiez en tant que fournisseur de services, parce que comme le DSA est entre vigueur pour depuis un mois et demi, est-ce que vous avez l'impression est-ce que vous voyez un impact sur votre activité et est-ce que les plateformes sont conscientes qu'ils doivent prendre en considération cette réglementation, et deuxièmement, que cela peut faire partie des mesures correctives qui sont censées mettre en place ou pas? Est-ce que vous voyez déjà cet impact? Alors, je peux peut-être commencer, Florent, et ensuite les autres pourront suivre. Si on regarde ce qu'on voit déjà, c'est que les plateformes principales, y compris celles qui sont considérées comme VSOP, comme point hub, continuent à résister à la mise en place. Et on a décidé il y a une semaine de tout ce qui est le trafic du Texas est bloqué. Et ce n'est pas accessible sans un VPN. Donc, ils continuent à se maintenir sur leur position en disant qu'il n'y a pas de solution viable pour protéger les enfants et notre vie privée. Alors, ce n'est pas le cas. Et pourquoi cela? Ils mettent en cause le fait que, par exemple, la solution qu'ils fournissent, le niveau d'anonymat est efficace, ou ils sont contre ce genre de solution? Bonne question. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent protéger nos droits en tant que citoyens. Évidemment, la raison derrière ça, il y en a deux. La première, c'est économique. Donc, s'ils ne peuvent pas trouver un moyen de vérifier l'âge qui est compatible avec leur modèle économique, ils vont résister autant que possible. Le deuxième, c'est un problème de synchronisation. Parce que si uniquement une ou deux plateformes mettent en place ces mesures, ce qu'ils voient, ils l'ont testé, ils voient que 95% de leur trafic va aller sur d'autres plateformes. Parce que
ces gens ne sont pas fidèles du tout. Donc c'est comme construire un barrage sur une partie de la rivière et le flux ira dans l'autre partie. Florian? Alors en termes de taille, il y a un mouvement mondial. Donc ça a été publié au Royaume-Uni et également une approche par taille. Donc je pense que si on a 35 millions d'utilisateurs au Royaume-Uni, on continue d'être parmi les grandes, et en Europe, ce ne serait pas le cas. Donc l'approche taille a été prise. Alors combien de plateformes sont conscientes qu'elles doivent faire ça? J'ai l'impression que, à moins de vivre dans une grotte, vous savez que ces obligations s'imposent à vous. Il suffit de regarder la télé ou de lire un journal. Tout le monde en parle. Il y a des études partout. Tout le monde vous dit ce qui se passe, quelles sont les conséquences et la législation. Donc, on sait, mais en Europe, ça ne se passe pas du jour au lendemain. Donc, il y a eu des débats et des consultations. Donc, les plateformes sont au courant. Et je vais revenir sur ce qu'Antonin disait. C'est une question de mise en place, d'entrée en vigueur. Pour ceux qui ne sont pas français, il se passe quelque chose depuis que Netflix existe. C'est un procès contre les fournisseurs de contenu pour adultes en France. Et ça a été reporté. Et les plateformes se disent, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas vraiment d'entrée en vigueur. Est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose qui va repousser, qui va passer, qui va éloigner du trafic de ma plateforme? Parce que si vous mettez de la friction, les gens vont partir ailleurs. Donc les autres soucis, et aux États-Unis, il y a des États qui mettent des règles différentes d'un État à l'autre. Donc c'est peut-être que est-ce que on peut avoir une législation au niveau fédéral? Donc, est-ce qu'un fournisseur a plus de pouvoir contre chaque État? Et je ne sais pas, venant du Royaume-Uni, je ne sais pas, je ne vais pas vous donner de leçons, mais je pense que si on n'a pas des régulateurs, donc les 400 meilleures personnes, les plateformes, vraiment, pour que les plateformes fassent ces choses, mais combien des plateformes le savent? Certains le font, Uber, par exemple, le fait, mais certaines le font de façon volontaire. Et à l'inverse, il y a des discussions qui se passent sur les plateformes de médias, de réseaux sociaux, pardon. Et je pense que beaucoup de sites web, les petits sites web, ne pensent pas que ça s'applique à eux, ou ils ne veulent pas. Parce que ce que je vois sur la pornographie adulte, ils essaient de tout éviter, et j'ai fait des produits à Xhamster parce qu'ils ne demandaient pas un consentement, et depuis, ça a été en notre faveur, et depuis là, ils essaient d'éviter cette décision, comme ils l'ont fait au Texas. Donc, c'est également, est-ce qu'ils ont le sentiment que le droit s'applique à eux? La discussion est que la plupart du temps, le Facebook, Instagram, qui ne sont pas dans le porno. Et évidemment, il y a tous les partages de fichiers, exactement, il y a beaucoup de choses questionnables là-dessus aussi. Donc, c'est ma peur, je pense qu'il va se passer que on est sous dans le collimateur de l'Union européenne, mais je pense que les petites entreprises dans différents pays qui ne savent pas et vont maintenant avoir davantage et ont probablement des contenus problématiques, et c'est ce qu'on commence déjà à avoir dans notre organisation. Donc, ils peuvent passer des grandes plateformes aux plus petites, certaines dont on n'a jamais entendu parler, avec ce genre de contenu. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, je pense, pour les autorités de coordination et mon organisation. Antonin?
Évidemment, la taille de l'Europe a beaucoup d'importance. Et ce qui a le plus d'impact, le changement le plus d'impact va se passer si on peut aller grâce au DSA pour mettre en place ces processus de vérification d'âge sur les très grosses plateformes pour commencer. Mais ça ne va pas être suffisant. On a besoin de pusher cela. Et la loi SREN en France couvre ce que je peux appeler cette sorte de l'ombre du DSA qui se concentre sur le porno en accélérant la procédure pour faire entrer en vigueur la loi et bloquer les trafics des sites qui ne sont pas conformes, qui amènent cette synchronisation et cette possibilité d'aider ces plateformes à mettre en place ces mesures de vérification d'âge dans une période de time pour éviter cet effet rebond qu'ils ont quand ils le font tout seuls. Donc je pense que le SREN va aider, va paver, à ouvrir la voie pour l'application à toutes les plateformes qui ont du trafic en France, y compris les vidéos de République tchèque ou Xhamster qui vient de Chypre. Puisque nous arrivons à la fin de notre session, préparez vos questions, s'il vous plaît. Donc, pour compléter ce qui a été dit, ce qu'il faut savoir pour mieux comprendre les limites de l'état de l'art, quand ce n'est pas des VELOPS, les fameuses grandes plateformes, il n'y a pas beaucoup de modifications sur la protection des mineurs. Donc, c'est un instrument horizontal, une réglementation horizontale et quand il s'agit des mineurs, il n'y a qu'une restriction qui a à voir avec le profilage des mineurs pour avoir une publicité ciblée. Et c'est pour ça que Antonin, si j'ai bien compris, et vous également, il voit le développement en France comme un développement positif. Est-ce que je peux le dire comme ça? Je ne sais pas. Mais ce qui est clair, c'est on n'est pas au niveau d'une initiative verticale qui irait dans une direction. Peut-être un mot. Dans le DSA, la correction du risque systémique, il y a une correction, la protection des droits des enfants qui comprend la vérification de l'âge pour les grandes plateformes, les très grandes plateformes. Ce n'est pas obligatoire en tant que tel, mais ça fait partie des mesures correctives qui peuvent être prises s'il y a un risque systémique de cette nature identifié par les très grandes plateformes. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on termine cette table ronde? Oui, je vous en prie. Merci pour ce débat intéressant. Je voulais poser s'il y a d'autres mesures dans la loi française qui vérifient la majorité pour accéder aux réseaux sociaux ou du contenu au-delà de la pornographie, et également vérifier le consentement des parents ou vérifier d'autres attributs. Ma question est, est-ce que c'est quelque chose que vous avez trouvé également dans d'autres pays d'Europe ou peut-être au Royaume-Uni? Et également, est-ce que c'est quelque chose qui est sur de nice to have, c'est bien de l'avoir, mais il n'y a pas de volonté politique derrière? Ou alors est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment se réaliser un jour? Alors, qui veut répondre? Oui, allez-y. Non, on ne pense pas en Hollande parce que ça en a le même débat ici en France. Donc, la difficulté entre les données privées et la sécurité. Oui, tout à fait. Merci. En fait,
Le consentement parental, c'est tout le monde veut faire, mais on ne sait pas comment. Donc, on le fait en UBO, où on vérifie l'âge de la personne qui demande le consentement des parents et on vérifie l'âge des parents. Et si les parents ont 24 ans, pour quelqu'un qui a 13 ans, voilà, c'est là qu'on vérifie. Donc, on a soumis un mécanisme pour être approuvé par l'Institut des sciences technologiques des États-Unis. Ils ont consulté, il y a eu beaucoup de commentaires et ils doivent donner leur avis. Donc, restez, on vous informera, mais oui, c'est quelque chose qui serait bien à voir. Ouais. On a fini? C'est bon? Antonin, peut-être un mot de conclusion? En France, on a un projet de loi qui a été discuté par Marc Angeli il y a 9 mois pour introduire le principe de majorité numérique à 15 ans, qui demande le consentement parental avant l'âge de 15 ans. Mais on n'a pas eu de nouvelles de ce projet de loi. Donc, peut-être que c'est dans un tiroir quelque part. Mais je pense que c'est le développement logique. Après l'exposition au porno, je pense que les grands réseaux sociaux, compris TikTok, incluent beaucoup plus, présentent beaucoup plus de risques pour nos enfants. La simple déclaration d'une date de naissance n'est pas suffisant pour protéger. Donc, j'espère que ça va arriver bientôt. Peut-être que pour conclure, pour cette table ronde, et également pour répondre en partie du fait de ce projet de loi de majorité numérique, on voit la difficulté de légiférer à ce niveau-là, parce que la raison, c'est que le fait que ce projet de loi ne va pas ne va pas se concrétiser parce qu'elle n'est pas conforme à la loi européenne. Donc, sur la protection des données personnelles doit être prise en compte quand on doit légiférer sur la vérification d'âge. Donc, pour conclure cette table ronde, peut-être que c'est comme ça qu'il va falloir faire à l'avenir. La meilleure façon de gérer ce mandat, c'est soit au niveau de l'Europe, du niveau de l'Union européenne, mettre réellement en place le DSA. Donc, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose sur les mineurs dans le DSA, mais au moins, ça permettrait d'avoir une approche harmonisée et éviter la difficulté qu'on rencontre en ce moment dans d'autres pays, mais qui est évident en France, qui vient du vote de la législation qui ne sera jamais mise en place parce qu'elle n'est pas conforme aux lois européennes. Merci beaucoup pour ce débat très fructueux. Merci au public. On reste tous ici si vous avez des questions. Je suis persuadé que les membres du panel pourront en discuter après cela. Merci beaucoup.